Merci et surtout bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Éveil National. C'est un plaisir toujours de savoir que vous êtes là. Pour ce nouveau numéro, nous allons parler de consultation, la situation sécuritaire à l'Est, le social de la population avec Maître Arnaud de Bombolo. Il est cadre du parti politique Alliance pour le changement de Jean-Marc Kabound, récemment libéré, et même son conseiller politique qui a été arrêté a été libéré hier, reçu par Jean-Marc Kabound. Nous allons parler de toutes ces actualités. Il est déjà dans le mur. Bienvenue à vous, Maître Arnaud de Bombolo. Merci beaucoup, chers journalistes, pour votre invitation. Je salue de nombreux téléspectateurs qui vont nous suivre en ce moment à travers vos écrans. Je profite également pour saluer toutes les militantes et militants de l'Alliance pour le changement, plus particulièrement son président national, Jean-Marc Kabound. Je salue également tous les Congolais. Vous saluez tous les Congolais, vous saluez Jean-Marc Kabound, vous avez oublié de saluer le chef d'État Félix Tshisekedi qui vous a aidé aujourd'hui de voir votre président dehors puisqu'il a été libéré par ordonnance présidentielle. Il fallait quand même dire un grand merci à Félix Tshisekedi. Non, là-dessus, nous devons quand même éclairer l'opinion. Le président Jean-Marc Kabound n'a pas été libéré sur base de l'ordonnance portant la grâce présidentielle. Le président Jean-Marc Kabound a été libéré par rapport à la procédure d'une révision qui est une voie de recours prévue par la loi portant procédure et organisation devant la Cour de cassation. Cette procédure permet à ce que une personne condamnée devant une juridiction qui siège en premier et en dernier ressort, lorsqu'il est condamné, il a la possibilité, après avoir purgé un bon nombre d'années de nombreuses années de sa peine, être exempté de l'arrêt qui lui avait été condamné. Voilà pourquoi cette possibilité-là de la révision est prévue par la loi. Dès lors que le président Jean-Marc Kabound avait déjà purgé au moins d'un quart de sa peine, il était maintenant dans l'obligation d'introduire un recours en révision pour demander au nouveau juge de revoir le premier arrêt qui lui avait condamné à 7 ans. Cependant, il remplissait les critères retenus pour... il ne remplissait pas les critères par rapport à la grâce présidentielle. C'est-à-dire, il a été condamné. Et après avoir été condamné, il a introduit son recours, qui est la révision. Et c'est sur base de la révision que le nouveau juge, a constaté effectivement qu'il y avait beaucoup d'irrégularités dans la première procédure ou dans le premier procès. Et lorsque le deuxième juge est revenu dans son arrêt, et on avait notifié malgré en retard président Jean-Marc Kabound son arrêt en révision, c'est ce qui a permis à ce que président Jean-Marc Kabound soit libre. Président Jean-Marc Kabound n'a pas été libéré sur base d'une ordonnance présidentielle. Cependant, il y a plusieurs politiciens qui ont quitté la prison au même moment que Jean-Marc Kabound par grâce présidentielle. Pourquoi vous ne voulez pas reconnaître officiellement que c'est grâce à Félix Tshisekedi qu'il a été libéré? Est-ce une faiblesse ou puisque vous ne voulez pas de la personne de Tshisekedi? Non, ce n'est pas une faiblesse, ni moi parce que nous ne voulons pas de la personne de Tshisekedi, mais nous voulons rétablir la vérité. L'arrêt en révision avait été rendu depuis fin novembre, sauf qu'on ne voulait pas notifier cet arrêt-là au président Jean-Marc Kabound, même l'arrêt qui lui avait condamné. Le président Jean-Marc Kabound n'a jamais été signifié de cet arrêt-là. Alors, dès lors qu'il y avait déjà une décision judiciaire d'une haute juridiction comme la Cour de cassation, ayant acquitté, ayant reconnu les faiblesses dans le premier jugement et a donné la raison au président Jean-Marc Kabound, on ne voyait pas la raison de les retenir encore en prison. Alors, maintenant, le pouvoir a voulu créer la diversion. Lorsque le président Tshisekedi a signé l'ordonnance portant la grâce présidentielle, le président Jean-Marc Kabound n'était pas dans ça, parce que lui, il ne remplissait pas les critères conformément à l'ordonnance, parce qu'il y avait déjà une voie de recours que lui avait introduite, et cette voie de recours-là avait été déjà déclarée recevable et fondée, et que le juge, depuis fin novembre, avait déjà rendu son arrêt en révision. Mais maintenant, c'est le pouvoir qui a voulu faire croire aux gens que le président Jean-Marc Kabound, si il est aujourd'hui libre, c'est suite à une ordonnance pour la grâce présidentielle. Voilà pourquoi nous sommes là pour rétablir la vérité.
il n'a pas été libéré conformément à la grâce présidentielle, mais plutôt sur base d'un arrêt en révision rendu par la Cour de cassation. Et par quel mécanisme son conseiller politique a retrouvé sa liberté? Puisque c'est hier que son conseiller politique, avant-hier d'ailleurs, puisqu'il a été reçu par le président Jean-Marc Kaboul. Oui, son conseil politique, camarade Paulin Chilumba, n'a pas été arrêté conformément aux lois du pays. Il a été plutôt enlevé par des gens en tenue civile. Ils sont allés le prendre dans sa résidence. Là, on l'avait quand même arrêté. Il faut reconnaître que... Arrêté par qui? Est-ce que vous avez vu la police l'a arrêté? Ce sont des civils. Des civils, mais... Ce sont des civils. Des fois, les gens de l'ANER, le bureau de fois se promènent en tenue civile. Les agents de l'ANER, même de la DENIAB, ne peuvent pas se comporter en mythomane, non. Ils doivent se conformer à la loi. Lorsque même vous invitez quelqu'un à l'ANER, mais laissez-lui quand même le temps de venir. Lorsque vous ne lancez aucune invitation, lorsque vous ne faites aucun acte de procédure à sa charge, mais vous venez en tenue civile sans pour autant être muni d'un mandat quelconque, on va vous considérer comme étant des civils. Et il a été ramené où? On a commencé d'abord à la police. On leur demande de produire les documents. Ils n'avaient pas les documents. Voilà pourquoi on ne savait pas où était camarade de Paulin. Et c'est lui-même, après avoir été lâché par le même civil qui l'ont arrêté, c'est hier qu'il nous a dit qu'il était dans des cachots de l'ANER. Donc personne ne savait là où se trouvait camarade Paulin. Donc il était arrêté par les gens. Non, il a été enlevé par des civils jusque-là. Pourquoi vous ne voulez pas utiliser les termes qu'il faut? Pourquoi, quand vous utilisez les termes enlevé, c'est comme si c'était des vagabonds qui sont arrivés, qui l'ont enlevé? Or, ce sont nos services reconnus de l'ANER, puisqu'ils étaient dans le bureau de l'ANER. Non, les services reconnus. Mais les agents qui étaient venus l'arrêter, est-ce qu'ils étaient munis d'un mandat? Nous disons non. Est-ce qu'ils avaient présenté au camarade Paulin, au conseil politique Paulin, ne fût-ce qu'un quelconque mandat ou un document quelconque? Nous disons non. On va considérer ça comme étant un enlèvement parce que lorsque la justice ou même l'ANER, parce que l'ANER, les gens ont toujours tendance de confondre les choses. L'ANER, c'est un service de l'État, au même titre que tous les services de l'État. Et d'ailleurs, les agents de l'ANER sont considérés comme étant des OPJ. Ils sont des OPJ. Donc, lorsqu'ils terminent leur mission, ils doivent rendre compte au ministère public. Ce n'est pas au niveau de l'ANER où on doit condamner les gens non plus. L'ANER ne condamne pas. L'ANER est dans la phase d'enquête. Lorsqu'il termine ses enquêtes, il va ramener la personne auprès des autorités compétentes, qui est soit les parquets, soit devant une quelconque autorité judiciaire. Mais lorsque vous voyez déjà des gens en tenue civile, comme nous sommes là, on voit des gens en tenue civile entrer et commencer à tabasser. On va considérer ça comme étant des agents de l'ANER? Non. Ils sont tentés d'ailleurs de salir l'image de l'ANER. Donc ces gens-là doivent cesser avec cette méthode-là. S'ils voient que la personne a des indices sérieux de culpabilité, la meilleure des façons, c'est soit de l'inviter, ou si même vous venez le prendre par la force, mais présenter ne fût-ce qu'un document. Présenter ne fût-ce qu'un document. Alors, lorsque vous ne présentez aucun document, il n'y a aucun acte de procédure là-dessus. On va considérer ça comme étant un enlèvement. Et souvent, ils ont maintenant l'habitude, lorsqu'ils enlèvent les gens pour maintenant conformiser ce qu'ils ont fait. Ils ont l'habitude d'amener les gens à l'ANER. Et voilà pourquoi même l'ANER a souvent des difficultés avec les enquêtes. Pourquoi? Parce que ce sont des gens non identifiés qui arrêtent et qui amènent les gens arrêtés auprès de l'ANER. Et qu'est-ce que l'ANER fait? L'ANER maintenant doit continuer avec les enquêtes. En principe, dès lors que déjà la personne est arrêtée à l'ANER, la personne ne peut pas faire 48 heures non plus, au-delà même de 48 heures. Pourquoi? Parce que l'ANER, c'est un service secret. Donc, avant même que vous soyez arrêté, l'ANER avait déjà enquêté sur vous et que les indices sérieux de culpabilité déjà établis. C'est sur base de ça que l'ANER viendra maintenant vous prendre pour non seulement vous torturer, mais vous présenter devant les autorités judiciaires compétentes. Et ce qui n'est pas le cas dans ce pays. Dans notre pays, on a toujours constaté, lorsque l'ANER arrête quelqu'un,
La personne fait 3 mois, 6 mois même, sans pour autant qu'ils soient même assistés de ces conseils. Or, la constitution de notre pays dit clairement que toute personne a droit d'être assistée ou de se faire assister par un conseil de son choix à tous les niveaux d'instruction. Au niveau de l'ANER, c'est une instruction. Alors, pourquoi à l'ANER ou à la DEMIAP, on a toujours tendance d'éviter les contacts avec les avocats? Voilà pourquoi nous disons, lorsque demain, Alliance pour le changement sera au pouvoir, nous allons valoriser ces services-là. Vous êtes sûr de diriger le pays un jour? Bon, là, nous sommes trop sûrs avec l'échec de M. Tshisekedi, l'Alliance pour le changement. Vous êtes sûr que Tshisekedi a échoué? Lamentablement. Sur quel point? Sur tous les points. Bon, sur le plan économique. Parlons d'abord sur le plan sécuritaire, sur le plan politique, sur le plan social. Lamentablement échoué. Parlons de la situation sécuritaire à l'est de la République. On voit d'abord sur ce point-là. Félix Tshisekedi est en train de se battre. Est-ce que vous soutenez quand même les efforts qu'il est en train de fournir pour la stabilité de la partie est de notre pays? Vous saluez ces efforts-là quand même. Vous n'allez pas ignorer les efforts qu'il est en train de faire de gauche à droite pour stabiliser la partie est. Comme quoi, des voyages? Comme quoi? Parce que Tshisekedi ne fait aucun effort pour amener la paix à l'est de notre pays. La rencontre avec Kagame à Doha ne vous dit rien. La rencontre avec Kagame à Doha. Les efforts de l'Angola ne vous dit absolument rien. Non, les efforts, il y a eu quoi en Angola? L'Angola s'est retiré de cette médiation. Il n'y a rien du tout en Angola. Le gouvernement congolais était incapable de ramener Kagame sur la table des négociations conformément à la résolution 2753. Nous étions dans l'incapacité. Le gouvernement congolais était dans l'incapacité. Donc, c'est comme si Kagame est plus fort que l'État congolais. Tandis que le Rwanda, sans petit pays, avec sa petite superficie, ne peut pas blaguer avec la RDC qui a une très grande superficie à la dimension des continents. 2 345 000 km². Ce n'est pas de la blague. Ça, c'est un demi-continent. Alors, comment face à ces petits pays, le grand pays comme le Congo ne fait qu'être humilié? Nous étions incapables de ramener Kagame, que ce soit au dialogue de l'Angola, ou soit pour parler de l'Angola ou de Nairobi. Nous étions incapables. Comment c'est possible que notre chef de l'État s'est permis de se rendre en Angola pendant que Kagame savait déjà que cette rencontre-là était annulée? Non, c'est pour dire la rencontre était annulée ou c'est Kagame qui l'a... Non, nous sommes en matière diplomatique. Nous sommes en matière de relations entre les États. Entre les États, il y a ce qu'on appelle le respect mutuel. Lorsque déjà un chef d'État reçoit 2 autres chefs d'État, le chef de l'État qui reçoit doit se comporter comme un chef d'État médiateur. Ce qui revient à dire, lorsque un point de désaccord persiste, avant même que les chefs de l'État atterrissent, c'est-à-dire les chefs de l'État atterrissent, le médiateur doit déjà informer aux autres, les chefs d'État, ou leur dire, à travers leurs services, bien sûr, pour leur dire que non, effectivement, vous ne pouvez plus venir. Pourquoi? Parce que vos services ou vos délégations n'arrivent pas à se mettre d'accord sur un tel point. Et c'est ce qui avait causé en sorte que M. Kagame ne se rendrait pas en Angola. Mais nous, à notre niveau, les chefs d'État étaient obligés d'aller et attendre Kagame. Pendant que Kagame savait déjà que la rencontre avait été annulée. Il était arrivé sur place pour discuter avec son homologue, voir si on pouvait encore reprogrammer les rendez-vous. Les chefs de l'État ne pouvaient pas se rendre en Angola, d'autant plus que le rendez-vous, la rencontre avait été déjà annulée. Mais peut-être qu'il avait une discussion privée avec Jean Lorenzo. Non, là peut-être en privé, mais par rapport au cadre qui a été prévu pour recevoir le décès, était déjà annulé. 3 heures, 4 heures, 18 heures avant, parce que moi déjà, le matin de ce jour-là, j'avais déjà tweeté pour dire que le rendez-vous et la rencontre est annulée. Donc, moi j'ai été informé, je suis sûr que le chef de l'État était également informé. Comment le chef de l'État informé que son homologue Kagame n'allait pas se rendre et comment lui s'est rendu en Angola? Et les sanctions contre le Rwanda ne vous disent absolument rien? Non, les sanctions contre le Rwanda, je vous dis, si on ne tient compte que des sanctions, nous risquerons de perdre ce pays. Les sanctions ont toujours existé en droit international. Mais ce que j'aime les relations internationales, c'est qu'en relations internationales, c'est les rapports de force. Tandis qu'en droit international, c'est l'égalité entre les États. Voilà pourquoi lorsqu'un autre État viole les principes sacro-saints de l'intangibilité de notre État, il y a des sanctions. Or, les sanctions en question ont toujours existé. Combien de fois le Conseil de sécurité a sanctionné la Russie?
plusieurs fois. Mais est-ce que ces sanctions-là ont un impact par rapport à ce qui se passe entre l'Ukraine ainsi que la Russie? Aucun impact là-dessus. Donc, si on tient compte que des sanctions, on risque de perdre le pays. D'ailleurs, je vous rafraîchis encore votre mémoire. En 1997, lorsque Mouzé est arrivé, ce ne sont que les mêmes sanctions. Il y a eu une résolution. Le 18 février 1997, la résolution 1097, ayant condamné la rébellion de Mouzé, de l'AFDEL, sanctionner Mouzé, sanctionner le Rwanda, mais les 17 mai, le but était obligé de partir. Donc, si on tient compte que des résolutions, des discours, des rapports diplomatiques, on risque de perdre notre pays. Les voyages que le président de la République est en train d'effectuer, moi, par exemple, je l'ai toujours considéré comme un tour de trop. C'est comme si le chef de l'État rêvait un jour arriver au pouvoir, il va faire le tour du monde. Donc, quant à moi, le chef de l'État est en train de réaliser les rêves de sa jeunesse. Parce que s'il faut ramener la paix à l'est de notre pays, ce n'est pas par des voyages. C'est avec l'intelligence qu'on ramène la paix. D'ailleurs, il y a un terme générique à latin, qui est pacem que parabellum, qui veut la paix, prépare la guerre. On ne peut pas vouloir la paix sans pourtant préparer la guerre. Non, c'est contradictoire. Mais on doit préparer la guerre, on doit former l'armée. Jean-Marc Kabunda, Tshisekedi, quand ils sont arrivés au pouvoir, ils ont compris que cette armée était déjà infiltrée. Est-ce qu'aujourd'hui, la faute incombe à Tshisekedi? Cependant, la guerre s'est débutée, ça fait plus de 30 ans, Tshisekedi n'était pas encore au pouvoir. Pourquoi aujourd'hui, on doit faire porter à Tshisekedi une robe qui ne mérite pas sa taille? Non, non. Tshisekedi était dans l'opposition. Il savait déjà que notre armée était infiltrée. Et ça faisait partie des revendications de l'UDPS. Lorsque Etienne Tshisekedi, en 2011, de reste-mémoire, avait dit clairement, aussitôt l'UDPS arrivé au pouvoir, nous allons ramener Kabila ainsi que ses amis infiltrés au Rwanda. Donc l'UDPS savait déjà que dans notre armée, il y a des infiltrés, non seulement dans notre armée, même dans tous les services de sécurité. Il y a des infiltrés. Effectivement, mais lorsque l'UDPS est arrivé au pouvoir, lorsque vous arrivez au pouvoir, vous héritez l'actif ainsi que le passif. Vous ne pouvez pas venir, c'est comme si vous créez le monde le même jour, c'est comme si vous créez la République. Non, tu sais qu'il savait déjà, voilà pourquoi même à l'époque, lorsque le président Jean-Marc Kabunda était encore au pouvoir, il avait déjà dit au président Tshisekedi de préparer une armée forte, républicaine et dissuasive. Il avait même demandé à ce que l'effectif de notre armée soit augmenté. Et il a même posé la question à l'Assemblée nationale. Si les politiciens seront à mesure d'envoyer leurs enfants à l'armée. Pourquoi? Parce que l'armée, les militaires ne sont pas bien payés dans l'armée. Voilà pourquoi nos politiciens cherchent toujours à envoyer leurs enfants dans des entreprises, être les premiers suppléants, être des vice-ministres, être ceci. Mais ils n'envoient jamais leurs enfants à l'armée. Et c'est sur base de ça que le président Jean-Marc Kabunda, parce qu'il voyait déjà les revendications de l'UDPS à l'époque. Aussitôt, il faut créer une armée républicaine. Et le président Jean-Marc Kabunda avait déjà demandé à cette époque-là au président de la République, au ministre de la Défense de l'époque, au gouvernement de l'époque, de tout faire pour qu'il y ait une armée républicaine afin de faire face à toute provocation de nos frontières. Mais étant donné que le président Tshisekedi était venu faire un tour au niveau de la présidence de la République, il n'a pas cru à ça. Lui croyait toujours à son pouvoir, lui croyait toujours à ses cortèges, il croyait toujours au tapis rouge, mais il ne croyait pas aux réalités socio-professionnelles qui connaissent notre pays. Et c'est ce que nous sommes aujourd'hui. Si on est en train de subir cette humiliation, mais c'est parce que nous n'avons pas un président capable de résoudre les problèmes réels de la population. Je vous donne un exemple. Est-ce que c'est pas plus que Félix Tshisekedi ne veut pas trahir sa nation, ne veut pas négocier avec le M23? Non, mais voilà pourquoi on est en train de subir. Non, tu sais qu'il avait déjà il a trahi la nation en faisant quoi? Il a déjà trahi la nation plusieurs fois. Lorsqu'il avait cédé officiellement nos richesses aux États-Unis d'Amérique. C'était déjà une façon. Jusque-là, non. Félix Tshisekedi n'a pas cédé nos richesses. Non, mais il y a des accords qui seront signés. Félix Tshisekedi a signé plusieurs accords dangereux pour ces pays. Il a signé plusieurs accords commerciaux avec le Rwanda, sans pour autant que cela passe par le Parlement. C'était du 50-50. Hein, non, pas 50-50. Qu'est-ce que la RDC a gagné? Qu'est-ce que la RDC a gagné? La RDC n'a pas gagné. La RDC n'a pas gagné.
partant de tous ces contrats-là. C'est plus le Rwanda qui a gagné. Lorsque le Qatar avait construit une usine de raffinerie d'or au Rwanda, est-ce que le Rwanda, alors, le Qatar faisait allusion à quoi? À la richesse de la RDC. Mais c'était pour stabiliser Non, la non, partie non, Est, non, vu on que ne le peut Rwanda jamais- avait besoin de cela. On s'est dit, on travaille en collaboration. C'était une collaboration Non, non. gagnant-gagnant. Non, non, on ne peut jamais vouloir remettre la paix à l'est de la RDC et implanter ou créer une usine de raffinerie d'or au Rwanda. Parce que le Rwanda n'est pas une partie de la RDC. Mais ça se C'est un faisait déjà. pays. Avant Non, M. non. Tshisekedi, ça se faisait Non, non, déjà. Le avant- Rwanda non, 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 puisait non, nos non, minéraux. non, non, non. Avant Tshisekedi, le Rwanda n'épousait pas d'une manière officielle nos richesses congolaises. C'est avec Tshisekedi que le Rwanda commençait à exploiter officiellement nos richesses. Mais c'est parce Il y a plusieurs accords. d'une façon On a vu- officieuse, cela Non, non, créait le décès. Non, non. Il y avait la Créer- population qui Mais qui maintenant- mourait. Mais maintenant, on s'est dit, bon, on canalise la chose. Où en Et sommes-nous? puis, Où en sommes-nous alors? mais Avec plusieurs accords commerciaux la, que la- lui a la- signés la avec le mauvaise Rwanda. foi des Kagame, Non, non, c'est qui est à la n'est- base. Non, non, tout ce que nous non, voulons. non, ce n'est pas la mauvaise foi. C'est manque d'intelligence politique au sommet de l'État. Parce que si la RDC avait des intelligences au sommet de l'État, on n'aurait dû pas voir le Rwanda mater sur la RDC. Le président Tshisekedi dit qu'il croyait à la bonne foi. Est-ce qu'en politique, il y a la bonne foi? En politique, il n'y a pas la bonne foi. Seule la bonne foi, c'est dans des églises. La politique, c'est un monde des intérêts. Kagame trouvait ses intérêts avec Tshisekedi. Voilà pourquoi il était obligé de signer plusieurs accords avec le président Tshisekedi. Et le président Tshisekedi ne savait pas que la plupart des accords que lui signait avec Kagame, c'était un piège contre la République. Il s'est maintenant rendu compte que la plupart des accords que lui a signés avec le Rwanda, ce sont des accords diaboliques et sataniques contre la République. Et lorsque maintenant il a voulu revenir en ça, c'est ce qui a maintenant suscité les différentes rébellions. C'est ça la vérité des choses. Est-ce qu'aujourd'hui, pour résoudre ces problèmes de l'Est de la République démocratique du Congo, faut-il négocier avec les rebelles ou il faut faire la diplomatie ou peut-être faire la guerre tout simplement? Non, la meilleure des solutions, si nous étions un pays prêt, on allait déjà faire la guerre contre le Rwanda. Vous pensez qu'on n'est pas prêt? Nous ne sommes pas d'ailleurs prêts, parce que la preuve en est. Vous savez que la guerre, elle est déclarative dans notre pays, conformément à l'article 86 de notre Constitution. Nous parlons de la guerre, mais sur le plan du droit, le pays n'est pas en guerre. Parce que le pays est en guerre que lorsque cela est signé et déclaré par une ordonnance du président de la République. Après consultation du Conseil supérieur de la défense, le Premier ministre, le président des deux chambres et le président réunis, disons, les deux chambres réunis en congrès, le président donne maintenant ou lit l'ordonnance proclamant la guerre conformément à l'article 86 de notre Constitution. Ça, c'est d'abord le premier élément qui nous prouve que nous ne sommes pas prêts. Parce que si nous étions prêts, le président Tshisekedi allait déjà déclarer la guerre. Nous ne sommes pas prêts. Comme nous ne sommes pas prêts pour déclarer la guerre, la meilleure des solutions, c'est maintenant de dialoguer. Comment maintenant dialoguer? Est-ce qu'il faut dialoguer avec le 123? Est-ce qu'il faut dialoguer avec les Congolais, l'opposition non armée? Est-ce qu'il faut dialoguer avec le Rwanda? Nous, l'Alliance pour le changement, on avait déjà donné le schéma à suivre. Si Tshisekedi veut ramener la paix à l'est de notre pays, il ne peut pas avoir honte d'utiliser notre cahier de charges ou notre feuille de route. C'était quoi votre feuille de route? Notre feuille de route était d'organiser un dialogue tripartite. C'est-à-dire, le premier dialogue doit se passer entre le président Kagame et le président Tshisekedi. Dans le cadre, il y a eu déjà eu un parler premier pas de Nairobi Doha, ainsi que de Luanda. À Doha, dont vous faites allusion, Doha n'est pas un lieu choisi pour dialoguer avec le Rwanda. Qui a choisi Doha? Aucune résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il y a une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies 2773 qui a choisi deux cadres pour parler de la situation sécuritaire à l'est de notre pays. Le premier lieu, c'est le Luanda. Le deuxième lieu, c'est Nairobi. Comment le chef de l'État, qui, pendant la campagne, a dit, lui va rencontrer Kagame au ciel, mais il s'est rendu à Doha. Ce sont des discours politiques qu'il ne faut pas tout. Il a dit, c'est aussi une façon de faire pression peut-être à son homologue. Là, c'est comme si vous confirmez que la politique, c'est de la démagogie. Or, la politique, ce n'est pas la démagogie. C'est l'art de gérer la cité.
Si on prend la politique comme étant une démagogie, comme un moyen de satisfaire les militants, alors là, ce n'est pas la politique, là, c'est du populisme. Nous devons éviter du populisme vers la bonne gestion du pays. Les chefs de l'État ne pouvaient pas utiliser des termes, par exemple, j'ai rencontré Kagame au ciel. Pourquoi? Parce que dans plusieurs sommets, ils vont se voir avec Kagame. Or, pendant ce temps-là, il fallait séduire les Congolais. Et voilà maintenant la séduction. Il était obligé d'aller à Doha. Mais Doha n'est pas un lieu indiqué. Doha, le Qatar, c'est un pays qui... Donc, j'ai toujours considéré Qatar comme la deuxième zone économique du Rwanda. Tout ce que Rwanda a aujourd'hui, c'est Qatar. L'aéroport du Rwanda a été conçu par quel pays? Par le Qatar. L'usine des raffineries d'or, c'est par le Qatar. Toutes les banques que le Rwanda a, c'est le Qatar. Et le Qatar a plus d'intérêt au Rwanda qu'en République démocratique du Congo. Pensiez-vous vraiment que c'est Sa Majesté-là du Qatar va privilégier la RDC par rapport au Rwanda, d'autant plus qu'il a beaucoup construit au Rwanda, il a beaucoup investi au Rwanda? Non. Si au jour d'aujourd'hui, le Rwanda est même en partenariat avec Paris Saint-Germain, c'est grâce à ce monsieur. Donc nous sommes allés laisser le pays entre les mains de notre ennemi de la République et notre ennemi de la RDC, qui est le Qatar. On ne pouvait pas se rendre là-bas si vraiment on connaissait bien les systèmes politiques internationaux ou économiques. Peut-être c'était le premier pas et par rapport... Non, ce n'était pas le premier pas, c'était une erreur. Les chefs de l'État pensaient aller rencontrer Kagame à Doha, ça allait résoudre un problème. Or là, est-ce qu'ils ont parlé d'abord du problème sécuritaire de notre pays? Vous pensez qu'ils ont parlé de notre problème? Non, moi je crois qu'ils ont parlé que de l'économie. Parce que juste après son retour du Qatar, le président de la République avait réuni les membres du gouvernement pour leur parler du climat des affaires. Donc on suppose que là-bas, ils n'ont parlé que du climat des affaires. Donc la RDC doit maintenant être un pays accueillant par rapport aux affaires. Vous avez parlé d'une réunion tripartite, dialogue tripartite. Voilà, donc le dialogue tripartite. Donc, le premier dialogue Kagame-Tshisekedi, ils vont se rencontrer, se parler en face. Et Tshisekedi doit dire à Kagame de retirer ses troupes rwandaises qui se retrouvent sur le sol congolais. Dès lors que le M23 sera dépouillé des militaires rwandais, le deuxième dialogue maintenant, la deuxième possibilité de dialogue, que le président Tshisekedi puisse dialoguer maintenant avec le M23. Là, le M23 n'aura plus sa branche armée. Pourquoi? Parce que dans le premier dialogue avec Kagame, Kagame a déjà retiré son armée. Donc là, maintenant, Tshisekedi va dialoguer avec le M23 comme étant congolais. Il va dialoguer avec Nanga pour écouter ses revendications. Et après avoir dialogué avec Kagame, disons avec Nanga, c'est par là que le président Tshisekedi va engager un dialogue par lui, c'est-à-dire le pays doit être sur la voie d'un dialogue global et inclusif sous la médiation de la communauté internationale, ou soit sur base d'une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, pour que nous puissions nous parler des vérités en face. La crise qui nous guette au jour d'aujourd'hui, vous savez, c'est une crise non seulement politique, c'est une crise économique, crise sociale. Donc, nous sommes butés à plusieurs crises dans notre pays. Mais les gens font allusion qu'à la crise sécuritaire. Maintenant, la crise alimentaire, est-ce qu'on en a déjà résolu? On n'a pas encore résolu. Faute à une bonne gouvernance. Alors, maintenant... Vous connaissez un peu Claude Tshisekedi? Non, maintenant, le président Tshisekedi, au lieu d'engager un dialogue tel que proposé par l'Alliance pour le changement, un dialogue qui va ramener la paix effective dans notre pays, mais lui préfère plutôt de faire le voyage pour aller rencontrer Kagame dans un lieu qui n'est pas indiqué pour parler de la situation sécuritaire de notre pays. Donc, nous considérons tout ce qui se passe au jour d'aujourd'hui comme étant voulu par Tshisekedi. Est-ce que l'avancée de M23 vous inquiète? Mais ça doit nous inquiéter. Vous savez, quand la rébellion arrive, il chasse tout le monde. Hein. Nous sommes des civils, nous ne sommes pas une opposition armée. Mais pourquoi vous ne soutenez pas Tshisekedi contre Non, on ne peut pas soutenir Tshisekedi sur certaines questions. Vous êtes contre l'agression rwandaise, nous sommes contre la manière dont Tshisekedi voit les choses.
Nous sommes contre Tshisekedi parce que Tshisekedi ne voit pas ces problèmes de la même manière que nous. Pour Tshisekedi, il faut donner la primature à l'opposition. Est-ce que ça va résoudre quel problème? Il a demandé à son conseil spécial de consulter la classe politique. Pour résoudre quel problème? Est-ce que l'opposition non armée menace le pays? C'est lui qui menace le pays, c'est Nanga. Ceux qui menacent les pays, ce sont des groupes rebelles. Ce ne sont pas des opposants non armés. Donc vous voulez qu'aujourd'hui... Maintenant, comment tu sais qu'il dit? C'est mieux de consulter aussi Nanga. Mais d'ailleurs, c'est ça le schéma à suivre. Nous serons obligés de parler avec Nanga. Que personne ne vous trompe. Le président Tshisekedi a dit hier qu'il va rencontrer Kagame au ciel, mais il vient de les rencontrer quand même. Sur la terre, pas au ciel. Donc, je vous dis, pour mettre fin à tout ce qui se passe à l'est de notre pays, il doit y avoir un dialogue. Un dialogue national et inclusif. Nanga égale Kagame. Quand vous dialoguez avec Nanga, on sous-entend que vous allez recevoir les injonctions de Kagame. Non, non, et vous serez d'accord qu'aujourd'hui, on puisse donner un poste ministériel à un Rwandais, avoir un chef d'état-major un Rwandais, puisque Kagame pourrait réclamer ce poste-là. Non, là, vous parlez des mixages et passages. Mais personne n'a parlé des mixages et passages. Nous avions... Mais parler avec le M23... parler avec le M23, pas avec sa branche armée, mais plutôt sa branche politique. Je vous ai dit... Mais sa branche politique et la branche armée marchent ensemble. Non. Comment vous allez séparer le deux? Non, je vous ai dit ici, si vous m'avez bien suivi, dans le premier dialogue avec Kagame, dès lors que Kagame va retirer ses militaires, parce que les branches armées du M23, c'est la branche militaire rwandaise. Ce qui est déjà possible, puisque Kagame ne va pas retirer ses troupes. C'est possible. Pourquoi? Parce que en relations internationales, c'est les rapports de force. La RDC doit se montrer supérieure par rapport au Rwanda. Et si nous ne sommes pas supérieurs par rapport au Rwanda, eh ben, nous allons perdre la République. Donc voilà pourquoi nous avions déjà proposé à l'époque qu'il y ait un dialogue. Dès lors que Tshisekedi avec Kagame vont se mettre d'accord. Mais les branches armées autour des Nanga ne vont plus exister. Toutes les branches armées là ne vont plus exister. Mais Nanga va rester civil. Dès lors que Nanga sera civil, Tshisekedi va dialoguer avec Nanga, écouter sa revendication. Et après avoir dialogué avec Nanga, maintenant ramener tout le monde autour d'une table, autour d'un dialogue global et inclusif, pour parler des choses sérieuses. C'est par là qu'il y aura la paix dans notre pays. Passer outre ces schémas, ça ne va pas ramener la paix dans notre pays. D'ailleurs, ça va accentuer encore le problème. D'ailleurs, même se nommer Jean-Marc Aboun comme Premier ministre, non, d'ailleurs, la situation ne va pas changer. Non. D'abord, le président Jean-Marc Aboun, je vous rassure déjà qu'il n'est ni preneur, ni demandeur. Pour l'intérêt de la nation, il ne va pas. Pour l'intérêt de la nation. D'ailleurs, d'ailleurs, pour l'intérêt de la nation, le président Jean-Marc Aboun doit s'abstenir à faire une quelconque concession avec Tshisekedi. Pour l'intérêt de la nation. Pourquoi? Parce que c'est un régime... Donc pour l'intérêt de la nation, Jean-Marc Aboun ne va pas accepter les travailleurs. Non. Pour l'intérêt de la nation, effectivement. Pourquoi? Parce que Tshisekedi avait déjà constitué sa majorité parlementaire qui a engendré la majorité gouvernementale. Et Tshisekedi avait dit, c'est un gouvernement, c'est une majorité qui va soulager le peuple. Donc, il ne peut pas encore revenir là-dessus. Il doit continuer avec sa majorité. Nous, à notre niveau, on ne se prépare pour 2028. Le président Jean-Marc Aboun a déjà lancé sa candidature à la magistrature suprême. Et il a un programme, il a un projet. Il fera face à Moïse Katumbi, il fera face à Martin Fayoulou. Est-ce qu'il a les épaules pour amener l'opposition? Ou bien peut-être il va se rallier à Martin Fayoulou pour soutenir la candidature de Fayoulou et atteindre un poste ministériel? Non. D'ailleurs, président Jean-Marc Kabunda, si vous voyez bien sa manière de faire la politique, il n'a jamais voulu être considéré comme étant la queue. Il a toujours voulu être à la tête. Lorsque le président Tshisekedi avait signé en Géval, à Genève, tout en reconnaissant Fayoulou comme candidat commun de l'opposition, c'est grâce à Jean-Marc Kaboun que le président Tshisekedi avait retiré sa signature. Je ne vois pas Jean-Marc Kaboun soutenir un autre candidat. Mais si, par exemple, l'opposition se mettait autour d'un projet et que chaque leader
puisse défendre son projet. Parce que nous, Alliance pour le changement, on a un programme du gouvernement, un programme d'action, un programme cohérent, consistant et pratique qui va résoudre beaucoup de problèmes dans notre pays. Nous avons selon vous. Selon vous, l'IDPS arrivé au pouvoir avec tout un programme pour résoudre les problèmes de la population. Jean-Marc Aboud, premier vice-président, était là. Vous savez que tu sais que les pneus des gens pour de résoudre les vrais problèmes de la population. Non, tu sais qu'il a trahi la vision de son père. Au moment où ils ont travaillé avec Jean-Marc Aboud. Voilà pourquoi Jean-Marc Aboud avait démissionné. C'était l'homme orchestre. Non. Pourquoi vous accusez aujourd'hui? Pourquoi Kaboun ne sait pas assumer que nous avons tous ensemble commis des erreurs et si on peut corriger? Pourquoi seulement inculper Tshisekedi? Quelle est l'erreur qu'avait commise le président Jean-Marc Kaboun? Est-ce que Jean-Marc Kaboun a eu à conseiller Tshisekedi comme c'est doit? Non. Mais d'ailleurs, si son premier collaborateur. Si Jean-Marc Kaboun a quitté Félix Tshisekedi, pourquoi? Parce que Tshisekedi n'écoutait pas les conseils de Jean-Marc Kaboun. C'est à cause de leurs intérêts privés. Non, pas par rapport à leurs intérêts privés. Ici, je peux vous livrer un secret. Vérifié et vérifiable. Un jour, même Kabouya va vous le dire, la toute dernière rencontre que le président Jean-Marc Kaboun a voulu qu'il y ait des témoins pour parler au président Tshisekedi, c'était à limiter. C'était à limiter. Chez Maman Marty. Donc, le président Jean-Marc Kaboun a dit, maman, la manière dont votre fils est en train de diriger le pays, c'est vraiment contradictoire avec la marche de l'IDPS. Nous devons changer les choses. Si nous ne changeons pas les choses, je préfère les quitter. Les témoins sont là. J'ai cité Maman Marthe, elle est vivante. Un jour, elle peut témoigner. Mwadian Vita, il peut témoigner un jour. Mwadian Vita, l'actuel ministre de Défense, effectivement. Okay. Joël, est-ce que aux Hollandais, par partir aux secrets importants, ils sont sincères, ils vont vous le dire. Mwadian Vita témoin, Kabouya témoin. Parce que le président Jean-Marc Kaboun parlait d'abord à Tshisekedi à deux. Mais les choses ne changeaient toujours pas. Les salaires des militants n'étaient pas augmentés. Voilà pourquoi même le président Jean-Marc Kaboun commençait même à critiquer son propre régime à l'époque. Devant la représentation nationale, il a demandé la réduction des trains de vie des institutions. À l'époque, il était où? Il était au pouvoir. Lorsqu'il a demandé l'augmentation des soldes des militaires, lorsqu'il a demandé de créer une armée républicaine, lorsqu'il a demandé l'augmentation des salaires des fonctionnaires, il était où? Au pouvoir. Mais lorsqu'il a vu tout ce qu'il lui conseillait au président Tshisekedi, mais le président Tshisekedi, sa tête était ailleurs. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a fait que démissionner. Il n'a fait que quitter. D'ailleurs, c'est quelqu'un à respecter dans ce pays. Vous savez que ces pays, les gens n'ont pas la culture de démissionner. Mais il est toujours dans les bons. Jean-Marc Kaboun est toujours collaborateur de Tshisekedi. Non, c'est faux. D'ailleurs, aujourd'hui, vous pensez que Kaboun ne discute pas avec Tshisekedi? Ce que je peux vous dire, je suis le directeur du cabinet adjoint en charge des questions juridiques et administratives du président Jean-Marc Kaboun. Le président Jean-Marc Kaboun ne fait jamais la politique occulte. Il fait la politique pendant la journée. Le président Jean-Marc Kaboun, ses téléphones sont gérés. Là, je vous l'ai dit, par le parsec. Le président Jean-Marc Kaboun ne peut jamais vouloir rencontrer Tshisekedi la nuit. S'il va les rencontrer un jour, ça sera pendant la journée. Le président Jean-Marc Kaboun n'est pas en contact avec le président Tshisekedi. Vous confirmez que Jean-Marc Kaboun n'est pas en contact avec Tshisekedi? Je vous confirme que le président Jean-Marc Kaboun n'est pas en contact avec Tshisekedi. D'ailleurs, lui-même a dit, les alliances avec Tshisekedi sont du passé. Lui voit l'avenir. L'avenir, c'est de diriger le pays. Je vous pose cette question. Quelle chance donnez-vous aux consultations engagées par le Conseil spécial du chef de l'État-major de sécurité? L'ADF, c'est une aventure. Une aventure. Pourquoi? Parce que le président Tshisekedi allait éviter de commettre certaines erreurs de Mobutu, de Mouzé, ainsi que de Joseph Kabila. Ça, c'est une consultation entre les membres de l'Union sacrée. Quelle opposition sérieuse
peut accepter de se faire consulter par un conseiller? Un leader politique, président d'un parti politique. Vous pensez d'aimer gérer le pays, mais vous acceptez être dirigé par un conseiller. Mais il a été choisi par le chef de l'État. Le chef de l'État lui a donné le pouvoir. Non, le chef de l'État ne peut pas se faire une solution pendant que lui-même aussi c'est un problème. Il est problème au même titre que Nanga. Vous voulez quoi? Il est problème. Que lui-même puisse consulter. Chers journalistes, je vous dis aujourd'hui, peut-être que vous ne connaissez pas Jean-Marc Kaboun. Jean-Marc Kaboun a tellement une très grande dimension de la réflexion. Il ne va pas se rendre aux consultations. Malgré vous attendez l'invitation, Jean-Marc Kaboun ne va pas répondre à l'invitation. Personne. Cet élément. Non, personne. Vous savez, aujourd'hui, Joël, cet élément, c'est notre élément phare. Ouais. Vous confirmez que Jean-Marc Kaboun ne va pas se rendre aux consultations. J'ai dit, et je persiste, Jean-Marc Kaboun n'est ni preneur, ni demandeur à tout ce qui se passe actuellement à la cité de l'Union africaine. Le président Jean-Marc Kaboun ne va jamais accepter de se faire consulter par un conseiller. Jean-Marc Kaboun a ses conseillers. Est-ce que lui, comme leader d'un parti politique, il va vraiment accepter de se faire consulter par un conseiller? Il a des conseillers. Je suis son directeur de cabinet. Je suis son directeur de cabinet. C'est quand même une grande personnalité. Pourquoi ne pas accepter de discuter la grande personnalité par rapport à qui et face à qui? Face à Jean-Marc Kaboun? Mais non. C'est contradictoire. On retient Jean-Marc Kaboun. Jean-Marc Kaboun est ni preneur, ni demandeur. Et d'ailleurs, avec sa dimension intellectuelle, parce qu'il a une dimension intellectuelle inimaginable. Là, je vous rassure, moi, je ne vois pas. Président Jean-Marc Kaboun se rendre là-bas. Même si le militant de son parti politique d'ailleurs, aucun militant de l'Alliance pour le changement peut demander au président Kaboun de se rendre là-bas. Parce que nous, on ne se peut pas pour 2028. Nous, l'avantage qu'on a, c'est que on a un projet à défendre. On a un projet à présenter à la nation congolaise. On n'a pas le temps de nous distraire. On n'a pas le temps de se faire distraire par les autres. Nous, c'est le travail. Voilà pourquoi on est en train d'ailleurs d'implanter les partis à tous les niveaux. Il y a certains partis politiques qui ont fait plus de 30 ans, 40 ans, mais ils n'ont pas de carte de membres. Mais nous, vous attaquez directement à l'UDPS. Vous attaquez directement à l'UDPS. C'est pendant lui-même qui était là, secrétaire général, n'avait pas offert ces cartes-là aux membres de l'UDPS. Quelque part, il avait aussi échoué. Il faut reconnaître que l'échec de Jean-Marc Kaboun en tant que secrétaire général. Vous ne savez pas comment l'UDPS fonctionne. Si on mettait même un ange, secrétaire général de l'UDPS, il va échouer. L'UDPS, sa manière d'être gérée. Même si on mettait un ange, je vous dis, même si on mettait un ange, secrétaire général de l'UDPS, cet ange-là va échouer. Parce que la manière dont l'UDPS est gérée, c'est contradictoire avec les principes de la gestion des partis politiques. Donc, on ne peut pas entrer là-dessus. Et voilà pourquoi le président Jean-Marc Kaboun a prouvé maintenant le contraire. Est-ce que vous étiez déjà une fois dans notre siège? Arrivé au siège. J'ai déjà été là-bas. Vous allez voir. Voilà. Est-ce que vous pouvez me citer un parti politique qui a un siège comme le nôtre? Un parti politique. On chute déjà avec cette émission. On chute avec cette question. Vous êtes conseiller de Jean-Marc Kaboun. Si aujourd'hui, là, on vous donnait une minute, donnez un conseil à Félix Tshisekedi, quel serait votre conseil? En une minute, donnez un conseil à Félix Tshisekedi. En une minute, si on me demandait un conseil de donner à Tshisekedi, c'est de démissionner. C'est ce que je lui dirais. De démissionner, de laisser le pays conformément à la Constitution, d'être géré par le président du Sénat dans les 6 mois qui suivent pour nous organiser des bonnes élections. Votre mot de la fin. D'abord, merci pour votre invitation. Je crois que ça ne peut pas être la dernière fois. Il faudrait que c'est la première fois. Mais ça doit être continué. Je suis tellement disposé à répondre à votre invitation. Comme mot de la fin, je demanderai au peuple congolais de faire confiance à l'Alliance pour le changement. Nous avons
un programme, un projet cohérent et consistant pour notre pays. Aujourd'hui, Alliance pour le changement au pouvoir, nous sommes capables de doter au pays un budget de 150 milliards de dollars, même de 200 milliards de dollars. Avec tout ce qu'on a comme potentialité de notre pays, on peut arriver à ça. Nous avons tellement de réformes à mener au pays. Même partant de cette constitution, nous avons des choses à revoir dans notre constitution. Que vous ne voulez pas que l'UDPS touche? Non, l'UDPS veut changer. Mais nous allons réviser. Pas changer, mais réviser. Donc, nous allons réviser. Au jour d'aujourd'hui, toutes les entreprises de l'État sont parties, sont devenues des canards boiteux. C'est à cause de l'État congolais. Et lorsque nous, Alliance pour le changement, nous serons au pouvoir, nous allons relancer toutes ces entreprises-là. Les salaires des militaires vont être augmentés parce qu'on a un programme cohérent et consistant pour ce pays. Et nous savons comment nous allons faire. Voilà pourquoi je demande à la population congolaise d'adhérer massivement à l'Alliance pour le changement et de venir nombreux pour soutenir la vision du président Jean-Marc Kaboul ainsi que son parti politique. Pour M. Arnaud de Bombole, merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous rappelons que vous êtes cadre du parti politique Alliance pour le changement, parti cher au président Jean-Marc Kaboul. Un grand merci à vous. Et aussi un grand merci à vous tous qui nous avez suivis. Je pense que l'amour du Congo, le Congo passe avant tout. Et restez avec nous. Si cette émission vous a plu, il y a un numéro qui est là. Écrivez-nous. Si vous avez d'autres questions à poser à l'invité, envoyez-nous ces questions-là. Nous allons encore l'interpeller. Comme ça, il viendra pour répondre à toutes les préoccupations. Merci. Audio Jungle.